Je vais essayer de démêler ces deux questions. Pourquoi et comment réduire le trafic automobile dans la ville et son agglomération? Le PowerPoint que vous ne voyez pas, vous l'aurez. Il sera disponible sur les sites consacrés à ce débat. La question du pourquoi, elle n'est pas assez débattue. En général, on met en avant les questions de pollution. On va voir que c'est évidemment une question absolument cruciale, mais il n'y a vraiment pas que cela. Bien sûr, il y a aussi l'effet de serre. Puis après, très vite, on renonce à détailler les choses. Or, pourtant, il y a de nombreuses nuisances, on va parler comme ça, mais dans le terme savant, c'est externalité négative, alors je ne vais pas utiliser, je vais dire nuisance. Il y a de très nombreuses nuisances au trafic automobile. Les 5 les plus étudiées, ce sont bien sûr les émissions de gaz à effet de serre, la pollution atmosphérique, le bruit, les accidents et la congestion. Mais il y en a plein d'autres qu'on ne cite jamais, qui sont pourtant cruciales. Alors, l'épuisement des ressources non renouvelables, notamment les métaux, qu'on ne renouvelle pas du tout aussi facilement que vous croyez. On ne peut pas recycler indéfiniment les métaux parce qu'il y a de l'usure, parce qu'il y a plein de raisons qui font qu'il y a des pertes et que les métaux disparaissent aussi. Il y a la consommation d'espace par les transports, regardez la place que prend la voiture dans la ville, les effets de coupure liés aux infrastructures, l'impact des transports sur le paysage. Est-ce que c'est beau, une ville pleine de voitures? Ça se discute. La pollution des sols et des eaux, c'est pas du tout une mince affaire. Les vibrations, les îlots de chaleur, on va en souffrir. L'artificialisation des sols, c'est encore un grand sujet. Les odeurs, bon, ça dépend des gens. Les déchets le long des routes, sujet que personne n'étudie, mais qui est majeur également. Voilà. Et j'en passe encore. Donc c'est tout ça la voiture, malheureusement, il faut le dire, et il n'y a que quelques aspects qui sont étudiés. Alors quand on essaye de comprendre comment s'est faite la prise de conscience de l'importance de chacune des nuisances, on va d'abord raisonner nuisance par nuisance. Eh bien, on a toujours un schéma identique. On a d'abord une irruption de la nuisance avec l'évolution, avec la croissance, l'apparition puis la croissance du trafic automobile. Donc, par exemple, on va prendre juste un exemple parce qu'on n'a pas le temps, mais la pollution, on parlait d'ailleurs au début de fumée, tiens, il y a des fumées, bon. Pendant longtemps, on n'a fait aucun diagnostic de ces fumées, et le problème était même carrément nié. C'était le progrès, la voiture, point. Puis, à force de croissance du trafic, on a commencé à faire un premier diagnostic de la pollution, de la nuisance en général et de la pollution, pour prendre l'exemple de la pollution, et à prendre les toutes premières mesures, qui sont en général des normes à ne pas dépasser. Alors, vous voyez que ce soit la pollution, le bruit, les accidents, enfin, c'est toujours des seuils qu'on se fixe pour traiter le problème. Malheureusement, on découvre que la réduction de la nuisance ne suffit pas et que le problème perdure, et les scientifiques s'en mêlent et découvrent que le problème est plus grave que prévu. Et ça, c'est vrai pour toutes les nuisances. On reprend la pollution. Actuellement, on découvre que la pollution, c'est pas qu'une question de problème respiratoire, c'est aussi une question de problèmes cardiaques, et avec les polluants les plus nocifs, c'est-à-dire les particules ultra fines, on s'aperçoit qu'elles franchissent la barrière des poumons, qu'elles peuvent se balader dans le sang, attaquer le cerveau, et on constate, c'est du tout dernier résultat de recherche, que le cerveau, et notamment en formation, c'est-à-dire des enfants et du fœtus, peut être attaqué par ces particules et retarder le développement de l'enfant de façon grave. Voilà, on en est là, vous voyez, donc, bon, on voit bien que le diagnostic, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, qu'il faut du temps pour comprendre l'ampleur du problème. Même chose avec l'effet de serre, même chose avec le bruit, par exemple. Pendant longtemps, on a cru que c'était juste une gêne, c'est bien plus que ça. Ça déstructure
la vie des gens, etc. Alors, on finit par prendre des mesures plus sévères et de resserrer les normes, mais il y a ce qu'on appelle une optimisation réglementaire, comme il y a une optimisation fiscale, vous savez. Donc les constructeurs jouent avec les règles au maximum pour essayer d'éviter d'avoir trop d'efforts à faire pour réduire la pollution ou le bruit ou ceci, cela. Et cette optimisation réglementaire, elle annule en grande partie, si vous vous intéressez un peu à la question de la pollution, tous les efforts réalisés. On apprend que Renault, en dessous de 50 à l'heure, les pièges à NOx ne fonctionnent pas. Alors on se dit, ah bon, donc c'est en ville que les NOx, alors les oxydes d'azote sont les plus délétères, parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans les villes, jusqu'à preuve du contraire, et on se frotte les yeux, on se dit, mais c'est incroyable de désactiver les pots catalytiques en dessous de 50 à l'heure, etc. Donc finalement, on en arrive toujours à se dire que pour réduire ces nuisances, eh bien, il faut réduire le trafic auto et sa vitesse eux-mêmes. On ne peut pas se contenter de solutions technologiques, si vous voulez. Il faut bien s'attaquer à la racine du problème, qui est finalement le trafic lui-même. Bon, là, pour l'instant, je n'ai raisonné que nuisance par nuisance. Mais quand on réfléchit 3 secondes, on se rend compte que les nuisances font système. On peut dire plus simplement qu'il y a un effet cocktail des nuisances. Autrement dit, une nuisance plus une nuisance, ça fait plus que la somme des nuisances. Ça fait un effet global plus important. Alors, je vais donner des exemples. Il y a plein des exemples, il y en a 4 en fait, très exactement. On va en prendre le premier. Si il y a un peu de pollution, vous n'allez pas forcément renoncer à faire du vélo ou de la marche. Mais s'il y a en plus du bruit, et en plus de l'insécurité routière, et en plus des effets de coupure, et en plus de la consommation d'espace, c'est-à-dire tout votre univers est rempli de voitures et que c'est le seul horizon que vous avez quand vous vous déplacez à pied ou à vélo, vous voyez, cet amalgame, cet ensemble de nuisances vous décourage de faire du vélo ou de la marche. C'est ça, l'effet cocktail. C'est l'ensemble des nuisances qui a un effet bien plus important que la somme des nuisances séparées. Et alors c'est vrai pour d'autres choses. Il y a une diminution des relations de voisinage également, une dégradation de la santé humaine, et enfin une dégradation du cadre de vie. Et chacun de ces problèmes crée des spirales négatives. Je vais juste en décrire une. Spirale négative, ou si vous préférez un terme plus simple, des cercles vicieux. Bon, c'est plus compréhensible. Alors, l'un des plus connus, c'est celui de l'augmentation du trafic auto qui génère un étalement urbain. Plus il y a de trafic auto, en fait, plus on en profite pour habiter loin, faire ses courses loin, etc. Et plus la ville s'étale, plus on a besoin de la voiture. Vous voyez, la voiture crée de l'étalement urbain génère du trafic auto, et ça tourne, et nos villes s'étalent indéfiniment. C'est la même chose pour, par exemple, je sais pas, pour la diminution des relations de voisinage. Plus il y a de trafic auto, plus il est difficile de traverser la rue, tout simplement, pour aller voir son voisin, pour faire très simple. Plus on est obligé de se reposer sur des relations humaines plus lointaines, donc on va sortir, voir des gens, mais en voiture, puisqu'on ne peut plus même traverser la rue à pied. Et on rajoute de la voiture, du trafic auto, qui génère des barrières de trafic, comme on dit, qui réduisent à nouveau les relations de voisinage. Vous voyez, donc il y a plein de cercles vicieux qui s'installent, comme ça, qui rendent le trafic automobile vraiment problématique. D'où 3 conclusions à cette première partie. Les nuisances du trafic automobile sont en fait bien plus importantes qu'on ne veut l'admettre. Et ce n'est pas qu'un problème de pollution, même si la pollution est un problème gravissime, et peut-être l'effet de serre encore plus.
Deuxième conclusion, c'est évidemment pas les solutions qu'on nous propose, les véhicules électriques, hybrides, à hydrogène, à l'éthanol, que sais-je, qui vont régler ce problème. C'est un problème bien plus profond. Autrement dit, c'est le système automobile lui-même dont il faut remettre en cause. On ne va pas pouvoir échapper à cela, malheureusement, ou heureusement, ça dépend comment on voit les choses. Et donc, troisième conclusion, la modération de la circulation automobile, en volume et en vitesse, est absolument inévitable. Et elle a commencé, on le verra, avec 3 niveaux d'ambition. Au début, on s'est dit, bon, réduire le trafic auto, on va juste l'écarter du quartier, on va le mettre à la périphérie du quartier, ce trafic, on va essayer de protéger le quartier. Donc, première étape, protéger le quartier. On va voir que c'est un truc très ancien, ça, c'est dès les années 20 qu'on a commencé à s'intéresser à ça. Puis ensuite, on s'est dit, oui, mais protéger le quartier, ça ne suffit pas, il faut protéger la ville, au moins la ville dense. Et c'est dès les années 60 qu'on commence à raisonner comme ça. Et aujourd'hui, on n'en est plus là. On en est à se dire, est-ce qu'il suffit de protéger la ville? Non, c'est la planète qu'il faut protéger. Donc vous voyez, 3 niveaux d'ambition. Et si vous êtes là si nombreux aujourd'hui, c'est que vous craignez évidemment pour l'avenir de la planète, et pas seulement de votre quartier ou de la ville de Grenoble. Et c'est tout le problème de nos politiques, c'est qu'ils sont restés souvent sur l'étape d'avant, quoi. C'est-à-dire, c'est encore à dire, mais on va protéger votre quartier, ou alors ils veulent bien admettre qu'il faut peut-être protéger la ville, et donc voilà, faire des rocades, ou élargir une rocade, pour détourner le trafic du centre-ville. Oui, mais c'est plus ça l'enjeu aujourd'hui. C'est bien plus que ça. C'est bien essayer de réduire le trafic auto de façon à préserver la planète. Comment réduire ce trafic auto? Voilà, deuxième question, grande question qu'on va essayer de préciser. Et là, pour y parvenir, évidemment, il y a une idée toute simple, c'est qu'on a intérêt à travailler sur la source même du problème, plutôt que sur ses effets. Okay ? D'où la question cruciale, mais quelle est donc la source, quelle est la raison, qu'est-ce qui explique finalement le développement si intense du trafic automobile? Et on a pas moins de 4 raisons. 4 raisons. La première, c'est la raison culturaliste. Oh bon, si les gens utilisent la voiture, c'est qu'ils aiment la voiture. Pompidou, il disait, les Français aiment la bagnole. Voilà, donc il faut leur donner de la bagnole. Il y a une version plus soft qui est de dire les Français aspirent à vivre au vert, dans une maison individuelle, en périphérie, et il faut leur donner la possibilité d'assouvir ce désir. La critique qu'on peut faire de cette approche, c'est que c'est une finalité peut-être de vivre au vert, mais ce n'est pas la cause première. C'est-à-dire, en fait, on a toujours voulu vivre au vert. Vous remontez aux Romains, aux Grecs même, le mythe de l'âge d'or, par exemple, il est très ancien, et c'est l'idée qu'on pourrait vivre mieux, forcément, isolé, dans une nature préservée. Ça a toujours existé, ça. Et ce qui a rendu possible, très récemment, assez récemment finalement, à grande échelle, ce rêve, c'est la voiture, bien sûr. D'abord les transports publics, dans un premier temps, au XIXe siècle, début XXe, et puis depuis les années 50, c'est la voiture qui a permis cela. Donc, on n'est pas dans une cause première, là, on est dans on est dans la finalité de ce que recherchent les gens, mais la cause première du trafic auto, elle est pas là. Il y a un autre type d'explication, c'est toutes les explications socio-économiques. Si on fait de la voiture, eh bien, c'est parce que c'est la norme de consommation, on va dire. C'est parce que tout le monde en a, et qu'il faut faire comme tout le monde. Bon, je ne vais pas trop détailler ça, vu que le temps passe très très vite. Disons que cette approche conforte la pratique, sans expliquer son origine. La troisième explication, c'est l'explication urbanistique. Beaucoup ici y croient. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait de la voiture, c'est parce que la ville est étalée. Et donc, il suffirait de
maîtriser cet étalement urbain, faire des villes denses et mixtes, des villes compactes, disent certains, pour réduire le trafic auto. Sauf que ça ne marche pas. Quand on met en place ce genre de politique, c'est très peu efficace, très très peu efficace. Pourquoi? Parce que le système automobile, a dit un chercheur, n'a pas de frontières. Si vous voulez, la ville dense, c'est une condition pour moins utiliser la voiture, très bien, mais ce n'est pas suffisant. Alors on arrive à une quatrième explication, c'est une approche qui n'a pas bonne presse, c'est l'approche techniciste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que si on utilise la voiture, c'est parce que c'est pratique, c'est parce que c'est terriblement efficace, parce que c'est confortable, parce qu'on va de porte à porte, ou à peu près. C'est parce que, certes, il y a un peu de bouchon, mais pas tellement. Voilà, c'est parce que c'est performant. Et j'ai tendance à penser que c'est la principale explication. Et donc, si on admet ce raisonnement, alors, comment réduire le trafic auto? Eh bien, il n'y a qu'à, Faucon, il n'y a qu'à réduire la performance même de la voiture. Et sur quoi repose cette performance? Bon, j'ai cité déjà quelques critères, mais le critère essentiel, c'est la vitesse, et son relatif faible coût. Alors là, il faut qu'on s'entende. On entend toujours dire que la voiture c'est cher, c'est cher. Quand on fait vraiment les calculs, les vrais calculs, c'est-à-dire, on s'aperçoit qu'elle n'est pas si chère que ça. Tout dépend des hypothèses qu'on prend. Si vous achetez une voiture neuve, payée à crédit, avec une bonne assurance, réparée chez les meilleurs garagistes, ah oui, elle vous coûtera cher. Elle vous coûtera 5 000 € par an, disons. Et si vous l'achetez d'occasion, cash, que vous faites une partie des réparations vous-même, je sais pas, la vidange par exemple, des choses comme ça, et si vous vous débrouillez pour qu'elle vous coûte le moins cher possible, vous verrez, malheureusement, c'est triste à dire, mais la voiture, c'est pas si cher que ça. Voilà. Bon, donc, vous avez compris, qu'est-ce qui bloque la voiture? À peu près rien. Son coût relativement élevé, mais pas si élevé que ça. Puis évidemment les nuisances, mais l'automobiliste, il n'en ressent pas directement les effets. Donc, je répète, pour réduire le trafic auto, il faudrait réduire les performances de l'automobile. Il n'y a vraiment qu'un chercheur qui peut dire ça, et j'espère qu'il n'y a personne des milieux économiques ici, parce que, évidemment, on comprenait bien que c'est complètement hérétique de dire ça. Comment ça, vous voulez réduire les performances d'un mode aussi pratique? Bon, quelque part, ça coince. On va essayer tout de suite de voir quelles sont les solutions qui sont efficaces ou peu efficaces ou inefficaces par rapport à cet objectif, réduire la performance. Alors, on va jouer à ça. Hein, vous allez m'aider? Si je vous dis la création d'une nouvelle infrastructure, est-ce que ça réduit les performances de la voiture? Oui, non. Évidemment non. Ok, donc c'est très facile. Au début, ça va être très facile. L'élargissement d'une autoroute urbaine, est-ce que ça réduit le trafic auto? Évidemment non. Bon, ok. La réduction de la vitesse vers 70 km/h. Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on passe de 90 à 70, ce qui compte, c'est la vitesse moyenne de porte à porte. La vitesse moyenne peut même augmenter un peu, parce que la capacité maximale d'une voirie n'est pas à 90 à l'heure, mais plutôt justement vers 70 à l'heure. Donc si vous réduisez un peu la vitesse de pointe, vous pouvez améliorer la vitesse moyenne. C'est un peu sioux, mais bon. Passons à d'autres solutions. Le péage de congestion, type Londres. Est-ce que c'est efficace, peu efficace, pas du tout efficace? C'est peu efficace. Bon, pourtant, c'est pas inintéressant le péage. On va voir que ça peut avoir des... Mais le périmètre à Londres est très étroit, très petit. À Londres, le périmètre, c'est l'équivalent des 4 premiers arrondissements parisiens. Enfin, c'est vraiment une petite zone, quoi.
Bon, donc ça réduit le trafic auto, c'est pas mal, mais dans une petite zone, quid du reste de Londres. À Milan, c'est la même chose. Si vous utilisez des modes moins consommateurs d'espace que la voiture, en solo, comme le covoiturage, les transports publics, le vélo, la marche, c'est des modes évidemment très intéressants, mais si vous le faites sans réduire en même temps le trafic auto, donc si vous encouragez les modes alternatifs à l'automobile, mais sans en même temps réduire l'espace, la possibilité de circuler en voiture, eh bien malheureusement ça a peu d'effet, parce que vous continuez à rendre l'usage de la voiture facile. Et si quelques personnes se mettent au vélo, à la marche, au transport public, mais ça va créer un appel d'air, ça va faire peut-être moins de voitures, et ça va créer un appel d'air, et ça va susciter de nouvelles voitures qui vont remplacer celles qui ont disparu. Donc l'effet est finalement assez faible. Attention, sujet hyper sensible. La gratuité des transports publics, est-ce que c'est efficace ou pas ? Alors certains pensent ici que oui, c'est très efficace. Malheureusement, c'est peu efficace. Voilà, c'est qu'on le veuille ou non, on a plein d'études là-dessus. Quand vous rendez les transports publics gratuits, ça réduit à peu près de 1 à 2% les déplacements en voiture. C'est pas terrible, pas terrible. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire cette mesure, mais ça veut dire qu'il faut savoir que ce n'est pas si efficace que ça. Bon, alors, qu'est-ce qui est efficace ? Je vais vous le dire. D'abord un péage, mais à large périmètre, comme le fait Stockholm ou Oslo. On a un périmètre beaucoup plus large, et le péage n'est pas bien cher, à peu près... j'ai oublié de regarder, mais c'est entre 1 à 2 euros à peu près. Et ça a évidemment des effets sur toute la ville, puisque le périmètre est large. L'abaissement général des vitesses, comme l'a fait Grenoble, avec la généralisation des zones 30, c'est plus ou moins respecté, il faudrait voir dans le détail, mais l'ambition, si elle est respectée, elle est vraiment efficace, parce que vous réduisez de façon non négligeable la vitesse moyenne, quand même, pas tellement, mais quand même, bon, voilà. Ensuite, l'interdiction du transit dans les zones 30, c'est-à-dire ne pas pouvoir traverser les zones 30, ça c'est vachement efficace. Les zones 30, la plupart des zones 30, ici, on peut les traverser en long, en large, avec Waze, on vous indique comment contourner les bouchons par les zones 30. Si vous ne pouvez plus transiter par les zones 30, ça, c'est très efficace, mais en France, on en est loin. La transformation des autoroutes et voies rapides en boulevards urbains. Waouh, ça existe, ça ? Transformer une autoroute en boulevard. Bon, vous ne connaissez pas ça ici, mais ça existe. Par exemple, Nantes l'a fait. Nantes a quand même transformé 6 km d'autoroute, deux tronçons de 3 km qui arrivaient presque au centre-ville. Bon, aujourd'hui, ce sont des boulevards. Et des boulevards à 2 voies seulement au lieu de 4 avant. Je vous assure que ça calme vraiment le trafic, ça. Bon, la réduction du nombre de fils de circulation. Bon, rajouter des voies, vous avez compris, c'est pas du tout efficace. Réduire le nombre de voies, c'est très efficace, mais il faut oser. Tiens, Nantes l'a fait aussi. Nantes a supprimé, a transformé à peu près toutes ces 4 voies, toutes les radiales à 4 voies sont passées à 2 voies. Il y en avait 12. Ils ont mis 20 ans pour le fermer, ils l'ont fait. Ensuite, la réduction de la vitesse à 50 km/h sur les voies rapides, pas 70, 50. Ça c'est vraiment efficace. Et Paris le souhaite pour le périphérique. Le périph' à 50 ? Ça alors, c'est intéressant. Bon, ensuite, la réduction du nombre de fils de circulation, oui, j'ai dit. La remise à double sens des artères, ça réduit bien le trafic, ça. À peu près 30%, pas négligeable. La tarification du stationnement, oui, vous êtes d'accord, bien sûr. Non ? Surtout en zone résidentielle, par exemple, pour qu'on occupe les garages au lieu de les transformer en pièces à vivre. Qui a un garage transformé en pièce à vivre ici ? Bon,
la tarification du stationnement des 2 roues motorisées, waouh! Ah ben là, vous réglez le problème. Hein. Si du jour au lendemain, on dirait, mais ça existe ça? Mais bien sûr, et en France, Vincennes et Charenton-le-Pont ont tarifé, ont décidé, quand le 1er avril 2018, depuis le 1er avril 2018, ça fait plus d'1 an, les 2 roues motorisées sont obligés de payer leur stationnement comme les automobilistes. Donc on essaye de voir un peu l'impact en ce moment, mais en gros ça a diminué de moitié les 2 roues motorisées, comme ça, bing. Intéressant. Hein? Oui. Oui, d'accord. Donc je vais terminer. À quelles conditions peut-on réussir une réduction du trafic auto? D'abord, il faut avoir une vision et l'expliquer. C'est-à-dire rappeler toutes les nuisances que provoque la voiture et dire, voilà, il y a un problème et on va essayer de résoudre ce problème. On ne va pas le faire du jour au lendemain. Hein. La deuxième condition, c'est le rythme du changement. Ça peut aller, Paris en est actuellement à 3 à 5% de trafic automobile en moins par an. On dirait, bon, c'est pas grand-chose. Si, je vous assure, c'est assez rapide. Moins 5% par an, c'est une division par 2 en 13 ans. C'est pas du tout négligeable. Paris, entre 1990 et aujourd'hui, a réduit son trafic automobile intramuros de 45%. Et Grenoble, m'a-t-on expliqué, a déjà réduit sensiblement son trafic. Alors, ils ont moins de comptages que Paris, donc on est mais de 10-15%, enfin il faudrait regarder précisément, mais voilà, malheureusement on manque de chiffres pour Grenoble, mais à Paris on a tous les chiffres. Bon, et évidemment, il faut des alternatives. Si on réduit le trafic auto, il faut développer tous les modes alternatifs. La marche, les vélos, pas le vélo, arrêtez de dire le vélo, c'est les vélos. Les vélos, c'est le vélo de ville, familial, assistance électrique, les cargocycles, les vélos mobiles, les handicycles, les draisiennes pour enfants, que sais-je. Tout ça, c'est les vélos. Les micro-voitures électriques, waouh, quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, c'est des trucs dont personne ne parle, mais c'est assez intéressant. C'est des voitures de moins de 100 kg. Moins de 100 kg. Ah oui, on serait donc protégé, on irait évidemment beaucoup moins vite qu'avec une voiture actuelle, mais on ira à 50 à l'heure maxi, mais quand même protégé, puis 2 places, disons, avec un pédalier comme complément. Mais ça existe déjà, tout ça. Okay. Simplement, personne n'en parle. Bien sûr, les transports publics, je ne les oublie pas, dans toute leur variété. Le covoiturage, l'autopartage, ça a aussi des vertus. Bon, je vais terminer par un principe général. Finalement, comment faudrait-il concevoir une politique de déplacement en hiérarchisant complètement différemment les modes de déplacement? Pendant presque, en gros, des années 30 ou 20-30, et surtout 50 jusqu'aux années 80, c'était le tout automobile. Le tout automobile, on peut le définir comme la priorité accordée à la voiture, sur tous les autres modes de déplacement. Puis certains préconisent la priorité accordée désormais au transport public. Bon, moi je n'y suis pas favorable. Je pense qu'il faut renverser complètement la pyramide et assez logiquement mettre en avant d'abord, les piétons, car ce sont les modes les moins nuisants pour l'environnement, en même temps les moins coûteux pour tout le monde, pour les gens comme pour la collectivité, les plus inclusifs, les plus démocratiques, les plus respectueux de tout, quoi. Bon, donc 1, les piétons, 2, le vélo, 3, les transports publics, et enfin 4, la voiture. Et cette nouvelle hiérarchie des modes de déplacement, j'avais un beau schéma, là, mettant... Ah, faut m'avertir. Bon, eh ben c'est super. Donc, le schéma est quand même parlant, quoi. Et il est débattu dans plein d'endroits dans le monde. Et moi, je pense que c'est ça l'horizon actuel c'est ce qu'il faut réfléchir. Et j'arrêterai là parce que j'ai déjà été trop long. Merci.